En quoi ce conflit Conti est-il exemplaire dans notre histoire industrielle? Il est doublement exemplaire parce qu'il était d'abord un conflit, au fond, très représentatif, l'idée que toute solution ferme une usine. Je pense que ce monde va évoluer, changer, etc. aujourd'hui. Mais c'était l'idée que toute solution, c'est d'abord on ferme une usine. Et puis la manière dont la discussion, le débat, le conflit s'est déroulé, que la France entière a suivi, au-delà du documentaire, on l'avait suivi. Évidemment, ça a pris une dimension qui était symbolique très très forte. D'accord. Et vous dites dans un rapport que vous avez rédigé avec Lionel Fontanier en 2005 sur désindustrialisation et délocalisation, vous dites que, vous inquiétez de la perte de substance du tissu industriel français. C'est ça, la perte de substance du tissu industriel français? C'est Conti et les autres? Il y a déjà un phénomène de désindustrialisation au fond des pays occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais il se trouve que dans ce mécanisme-là, la France a été championne du monde, et donc peut-être parce que le débat social, peut-être parce que la réflexion économique, peut-être parce que l'idée qu'on s'est fait de l'avenir économique de notre pays était de dire qu'on allait devenir une société de services. Il y a eu beaucoup d'erreurs accumulées sur 10 ans ou 15 ans. Et, il faut qu'on a un peu tourné le dos à notre industrie, si je puis dire. On n'a pas un peu, on a complètement tourné le dos. Parce que, en gros, si on reprend les chiffres, on est passé en population active de un peu plus de 20% à un peu moins de 15% en simplement quelques années, alors que d'autres pays, notamment comme l'Allemagne, qu'on cite toujours, ont vu leur population augmenter. Mais même les autres pays européens, aucun n'a connu ce phénomène de perte de substance, ce phénomène très caractéristique. Alors, est-ce que c'est l'absence je ne sais pas, il y a beaucoup de tas de raisons, peut-être l'absence de dialogue social, mais cette brutalité, elle est unique. Roland Spiaco. Oui, enfin, moi, ce que je voudrais pas me payer de mots, mais vous comprenez, à travers l'histoire de Continental, c'est l'affaire de multiples entreprises qui connaissent les mêmes problèmes, en particulier même dans l'automobile. Continental, s'ils ont fermé avec une direction allemande, mais une direction internationale, avec l'aide des banques et de tout un maelstrom autour qui les a accompagnés, ça a été simplement pour augmenter des profits. En particulier là, pour payer l'achat d'une entreprise qui avait été faite sans payer le moindre centime. Et on a fermé cette entreprise pour permettre aux actionnaires, qui faisaient déjà d'énormes profits, de pouvoir récupérer les 12 milliards qui avaient été mis par le groupe Schaeffler pour rattraper cette entreprise. Mais c'est ce qu'on appelle un licenciement boursier, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, ou à peu près. C'est un licenciement, mais non, parce que je voudrais dire 2 mots après par rapport à PSA, par rapport à l'industrie automobile, c'est la même chose. Là, en 3 ans, le groupe Continental, aujourd'hui, a pu générer, cette année, 1,4 milliard d'euros, a pu se désendetter de 5 milliards d'euros qu'il avait justement dans les caisses depuis 2009. Et c'est-à-dire qu'ils ont plus les profits de l'année dernière en 3 ans. À travers cette réorganisation, en ayant fermé d'ailleurs une usine en Allemagne et d'autres usines en France, ils ont pu générer presque 7 milliards de profits sur le dos des travailleurs. Et c'est la même chose pour le groupe PSA, parce que ce qui est arrivé aux travailleurs de Conti, il faut que ça serve de leçon pour tous les autres travailleurs. Les travailleurs de PSA aujourd'hui sont confrontés à quoi? À une fermeture annoncée de l'usine d'Aulnay, de l'usine de Sevel-Nord et de l'usine à Madrid. Et tout ça pourquoi? Pour des raisons de quoi? De rentabilité, de productivité? De rentabilité absolue. La famille Peugeot fait des profits. Les profits de PSA sont importants, mais plus important encore cette année, pour cacher un peu les comptes, ce sont les profits de Forestia, qui est son principal filiale. Et on va fermer l'usine d'Aulnay pour que la famille Peugeot puisse engranger encore des milliards en faisant faire le travail, non pas à 1000 km, mais à 40 km de là, à Poissy. C'est-à-dire qu'on va supprimer 3500 emplois, 6-7 000 avec les emplois induits, pour faire le travail par 1000 travailleurs. Et c'est pour ça que les travailleurs de Continental demandaient l'interdiction des licenciements, même s'ils n'ont pas pu l'obtenir, ils l'ont pu l'obtenir pour 2 ans et demi, mais que cette interdiction des licenciements, elle est vitale pour le monde du travail, et puis de répartir le travail. Par rapport à une entreprise qui, à l'époque, était bénéficiaire. C'est ça que vous voulez dire, une usine qui était bénéficiaire.
PSA est largement bénéficiaire, Michelin est bénéficiaire, toutes ces entreprises sont bénéficiaires, mais il faut justement prendre sur les profits pour interdire les licenciements et répartir le travail entre tous. Sur l'affaire des Conti, justement, Jérôme Palto, est-ce que le fait d'être faire partie d'une entreprise, d'une usine en tout cas, qui visiblement fonctionnait pas mal, est-ce que c'est le fait d'avoir fait des sacrifices avant, en acceptant de revenir aux 40 heures, je crois, au lieu des 35 heures? Est-ce que c'est tous ces sacrifices-là qu'avaient fait les salariés qui les a poussés vraiment dans la rue, en voyant cette injustice-là qui était celle de les licencier, de fermer le site? Probablement, oui. Ils en parlaient de ça, cet effort pour eux? Oui, bien sûr. Ça a été le déclencheur. C'est d'ailleurs ce qui a fait que dès le premier jour, tous les médias ont été présents sur le site, parce que c'était un conflit symbolique. C'était le travailler plus pour gagner plus qui avait été battu en brèche, parce que c'était la première usine de France à être retournée. Ils avaient l'impression d'avoir joué le jeu et d'être en quelque sorte trahis. Et ils ont eu ce sentiment de trahison, ce qui a fait que le conflit a pris aussi cette force et cette puissance. Alors, jusqu'où? Parce qu'on voit des images, on voit que vous avez filmé à peu près tout ce que vous avez voulu. Est-ce qu'il y a eu des moments de censure? Est-ce que, par exemple, quand il y a eu le saccage de la préfecture d'Amiens, là, on vous a demandé de ne pas filmer? D'ailleurs, de Compiègne, pardon. Oui. Vous montrez des images en noir et blanc, d'ailleurs. Oui. Avec un effet de trucage pour pas qu'on identifie les gens. C'est un choix de réalisation que j'ai fait au montage parce que je voulais éviter le floutage un peu classique, voyeur. Bon, en solarisant les images, on voyait plus rien, donc comme ça, il n'y avait pas d'équivoque possible. Non, j'ai pas été censuré. Bon, il y a eu quelques moments où, à cause du stress, on m'a dit bon, arrête, mais bon, c'était pas des moments importants, c'était pas des moments que je pouvais ne pas refaire un peu plus tard, voilà. Donc en fait, j'ai eu quand même toute liberté. Une confiance des salariés à votre égard. Voilà, c'est ça. Dans ce qu'était leur conflit à vous. Puis après, au bout d'un moment, j'imagine qu'on fait partie des meubles, on est là, on est associé au truc. Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait aussi, je pense, l'intérêt du film, c'est qu'on a devant nous des gens qui jouent. Enfin, on est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, sauf que c'est pas de la fiction, c'est du réel. Ce sont des vraies personnes qui vivent devant la caméra. Roland Spierko, vous avez un petit peu dit déjà ce que ça avait d'exemplaire pour vous, ce conflit-là, mais son issue, ce qu'en ont obtenu les salariés, et notamment le fait que les grandes centrales syndicales étaient absentes du débat, en fait, dans cette affaire, ça a été géré par vous, si je puis dire, et par les salariés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut en conclure de cela? Ce qu'il faut en conclure, c'est que 1000 salariés ont pu faire reculer, ou pas totalement, mais au moins partiellement, un groupe de 175 000 personnes. On peut imaginer aujourd'hui, quand on voit depuis 2009, 1000 chômeurs de plus par jour, 1000 entreprises fermées, c'est-à-dire une entreprise par jour. Et ça continue. Ça prouve que le monde du travail, quand il ne fera pas confiance aux uns ni aux autres, mais en ses propres forces, a les capacités, justement, d'interdire cette course folle à la misère. Parce que derrière les licenciements comme ça annoncés, c'est pas des chiffres, ce sont des femmes et des hommes qui tout d'un coup se retrouvent privés de rien. Et il faut dire que... Privés de tout en l'occurrence. Oui, mais enfin, excusez-moi, privés de tout, qui n'ont plus aucune ressource au bout de 23 mois de chômage, qui se retrouvent dans le désespoir le plus absolu. Et cette situation, elle n'est pas fatale. Et ils doivent pas, justement, faire confiance aux uns et aux autres. Moi, je regrette, je tiens à dire quand même une chose. On devait discuter avec monsieur Estrosi, qui a été ministre de l'Industrie pendant cette période de désastre. Il n'a pas voulu, très bien. Et il a peur peut-être d'une certaine confrontation directe avec les victimes de sa politique. Mais mon voisin à côté est aussi, je regrette de le dire, un peu dans le système, parce qu'il est non seulement économiste, mais il est aussi membre du conseil d'administration, de la banque Rothschild, de la BNP, et justement des prédateurs qui, pour garantir les profits à travers les placements, parce que la BNP est en même temps actionnaire de PSA, qui, pour maintenir à tout prix les profits de ces actionnaires parasites, excusez-moi de le dire, eh bien, poussent des centaines de milliers de personnes à la misère. Alors les travailleurs ont le droit, justement, à travers cette expérience, c'est qu'on peut inverser le cours des choses. Les travailleurs peuvent imposer l'interdiction des licenciements. Ils peuvent préserver leur emploi et leur salaire. Merci Roland Spierko. C'est l'enseignement que vous tirez de tout cela. Et effectivement, M. Estrosi, etc., viendra vous répondre indirectement d'ici une seconde. On va s'en tenir là pour cette première partie du débat, si vous voulez. Puis on va effectivement faire venir, laisser rentrer M. Estrosi, M. Roussel,
bosser et élargir un peu le débat à ce qu'il est convenu d'appeler l'attitude à avoir face à cette désindustrialisation de la France ou à ces questions d'industrie. Merci à vous. Et on va revenir un petit peu sur le documentaire avec un nouvel extrait. Là, il s'agit de voir justement ce que, puisqu'on parlait d'injustice, puisqu'on parlait un petit peu de du sacrifice qu'avaient fait ces salariés en acceptant les conditions qui étaient celles de leur entreprise, en espérant avoir comme ça leur emploi maintenu et préservé jusqu'en 2012, et comment effectivement ils avaient mal vécu le fait que du jour au lendemain, en 2008, on leur apprenne que c'était terminé. Donc on va écouter ce qu'a dit à l'époque Nicolas Sarkozy et comment les salariés, on le disait à l'instant, se sont ensuite organisés seuls, en dehors des instances fédérales des grandes unions ouvrières, pour leur combat. Moi, j'ai pas été très content de l'attitude continentale. Parce qu'ils ont pris des engagements dans la vie, on tient ces engagements. On assume, on vient expliquer aux gens. On fuit pas. Et je ferai en sorte qu'ils respectent leurs engagements.